Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Pierre-Adrien Liot, je suis ostéopathe dans la région de Caen, Normandie, et j'ai été invité par les enfants de Tamar parce que je suis le représentant d'une organisation professionnelle, et je les remercie de nous avoir invités. Je fais partie aussi d'une organisation caritative d'ostéopathes qui intervient avec France Terre d'Asile auprès des demandeurs d'asile, qui est un public particulièrement victime de violences. Et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu le toucher, de la violence à la réparation, donc, et sur son aspect sensoriel. Je vous remercie de votre attention. Je vais commencer tout de suite. Hop là. Avant de commencer, je voulais faire un petit avant-propos d'informations générales sur les chiffres que je suis allé retrouver sur notamment le site des enfants de Tamar, qui m'ont particulièrement interpellé sur la question des violences sur mineurs. Donc quand même 81% des victimes de violences sexuelles en France sont mineurs, 6% de la population française sont victimes d'inceste, 4 personnes sur 10 sont amnésiques, et sur le site de la Civise, on peut lire que près de 6 professionnels sur 10 n'ont pas protégé l'enfant à la suite de la révélation des violences. En revanche, lorsque le professionnel est protecteur et qu'il fait cesser les violences, il dépose une plainte dans près de 6 cas sur 10. C'est bien plus que pour l'ensemble des autres confidents. Moi, ça m'a particulièrement interpellé en tant que professionnel qui reçoit des patients en cabinet, et ça montre un peu l'ampleur de la montagne dont nous avons affaire pour justement faire en sorte de protéger les enfants. Et ça me permet de faire une petite encoche sur les obligations légales des professionnels. Ça ne mange pas de pain. Mais dans le cadre des violences sur mineurs, la loi impose la levée du secret médical et du secret professionnel, et l'obligation d'intervenir lorsqu'il en a la possibilité d'empêcher un crime ou un délit, c'est une obligation pour un professionnel. Donc voilà, c'est juste un avant-propos avant de commencer ma conférence, ça me semblait important par rapport à les thématiques d'aujourd'hui. Alors, le toucher. Donc le toucher, c'est un sens qui est assez réciproque, puisque quand on touche, on est touché, et vice-versa. Moi, je suis ostéopathe, et le toucher, c'est une partie assez importante de ma profession et de ma pratique, donc c'est un sens que je connais particulièrement bien. Donc on va s'attacher un petit peu à cette notion, le toucher, parce que le toucher, on peut y mettre pas mal de choses derrière. D'abord, est-ce que le toucher est un sens, une émotion, une interaction, un souvenir ou une thérapie? Alors, pour commencer, c'est un sens. Et je vais vous parler un petit peu du mot scientifique qui regroupe la notion de toucher, la somesthésie. La somesthésie, c'est ce qui permet à chacun d'entre nous de pouvoir, par le contact de la peau, de déterminer la forme, la densité, la pression, la texture, de pouvoir ressentir les étirements, la température, aussi la proprioception. La proprioception, c'est la capacité de savoir où nous sommes. Et la douleur. C'est très important cette notion parce que douleur et somesthésie, c'est quelque chose qui ne font qu'un dans cette notion. Il y a 2 voies qui sont principalement utilisées à l'échelle nerveuse pour justement ressentir le tact et la sensation de toucher. La somesthésie, c'est 2 voies. Je vais utiliser des termes un petit peu barbares, mais c'est juste pour que vous puissiez vous faire un petit peu à l'idée. On parle des voies lemniscales et extralemniscales. Grosso modo, on a une voie qui est chargée de transmettre de la peau jusqu'au cerveau le tact fin, le toucher doux, et la proprioception, donc les sensations intérieures, et les voies extralemniscales qui, elles, sont chargées de la température, du tact grossier et de la douleur. 2 notions différentes, 2 voies avec 2 caractéristiques très différentes, notamment sur la constitution de leurs fibres nerveuses. Les voies lemniscales, elles sont constituées de fibres alpha et bêta, qui sont des fibres à gros calibre et qui envoient l'information très rapidement jusqu'au cerveau. Les voies extralemniscales, elles sont constituées de fibres dites C, qui, elles, pour le coup, envoient des informations beaucoup plus lentement. On verra que ça aura un impact notamment sur la sensation de la douleur plus tard. Donc avant tout, le toucher, c'est ce qui nous permet d'avoir une information sur l'extérieur et sur l'intérieur de notre corps. À préciser que c'est l'un des premiers sens, si ce n'est le premier sens à se développer chez l'homme, que ce soit en prénatal, puis ensuite à la naissance. C'est aussi la première interaction qu'a normalement un être humain avec son environnement extérieur, et notamment sa maman. Donc le toucher, c'est aussi une émotion. Et là, on va se situer un petit peu plus profondément au niveau du cerveau. La somesthésie projette sur l'ensemble du névrax l'ensemble des perceptions sensorielles. Donc là, on a parlé de plusieurs choses ce matin, ça va faire écho un petit peu à ce qu'on a vu ce matin.
notamment au niveau du thalamus. Le thalamus est un organe qui est important parce que c'est ce qui va permettre de relayer les voies de la douleur, notamment. L'hypothalamus, on en a entendu parler pour le système nerveux végétatif. Pour vous donner un ordre d'idée, le système nerveux végétatif, c'est un système nerveux autonome qui peut prendre une place assez importante dans la régulation de nos organes. Vous avez peut-être déjà été confronté à ce qu'on appelle un malaise vagal, qui est justement la stimulation très importante du système nerveux autonome à un moment donné. Et hop, on tombe. Le système limbique, lui, c'est lui qui va nous intéresser dans le cadre des émotions. Donc, les sensations de tact, sensorielles, vont remonter jusqu'au centre qui va se charger d'organiser nos émotions. Et surtout, au niveau du système limbique, on a aussi une organisation de nos comportements. Et enfin, j'avais noté aussi le cortex insulaire. Je suis tombé sur une thèse hier soir qui parlait justement du cortex insulaire, notamment dans le cadre de la notion de désir sexuel. C'est-à-dire qu'il semblerait en fait que lorsque l'on a une stimulation qui engendre une réaction de désir sexuel, ça passe par cette glande-là, le cortex insulaire, à ce niveau-là. Et le cervelet, qui est aussi une partie très importante pour nous les ostéopathes, puisque c'est ici que va se réguler une partie de la commande motrice et la coordination du mouvement. Donc je vous disais, le toucher c'est un sens, c'est aussi une émotion, mais c'est aussi une interaction entre individus. Quand on se touche, on se transmet des informations. Ça fait partie aussi de la discussion non verbale. Il y a eu des études qui ont démontré l'impact justement de cette interaction dans le développement de l'être humain. Je pense notamment à des études qui ont été faites dans les années 40 qui permettaient de comparer des enfants qui avaient été mis dans des pouponnières justement, qui avaient été privés de sensations tactiles, comparés à des enfants qui ont été justement présentés avec des sensations tactiles. On constate que grosso modo, les enfants qui n'ont pas beaucoup été stimulés d'un point de vue tactile vont avoir des problématiques de dépression et du trouble du comportement de manière plus importante, vraiment plus importante. J'ai eu accès à une étude aussi en lisant qui parlait justement au niveau des primates, hein, où ils avaient, parce que pour des questions éthiques, c'est plus facile de faire sur des animaux que sur des humains quand même. Au niveau des primates, ils ont isolé à certains moments des macaques justement de leur mère pendant plus de 6 mois pour voir un petit peu ce que ça donnait au niveau de leur réaction, le fait de ne pas être présenté à des stimuli sensoriels. Et en fait, les comportements altérés à cause de cette période, ils étaient a priori irréversibles. Donc on voit en fait que le toucher, ça rentre dans un cadre de communication qui est très importante entre individus et qui va participer au développement affectif. Ça, c'est important. C'est-à-dire que, et notamment là, on commence à avoir des études que je regarde avec précaution sur la période du Covid, où là justement on a à grande échelle interplanétaire une grande période où les gens n'ont pas pu se toucher et a priori les premières corrélations avec l'augmentation des dépressions, elles peuvent être assez avérées. Donc une interaction, une émotion, un sens, mais c'est aussi un souvenir. Alors on a vu ce matin qu'il y avait différents types de mémoire et donc du coup je vais vous parler de la mémoire perceptive qui est du coup la mémoire issue des sensations et des perceptions, et bien évidemment le toucher en fait partie. Et ce qui est très important avec la mémoire perceptive, c'est que c'est une mémoire qui fonctionne de manière automatique. Là, à l'heure actuelle, vous stimulez tous votre mémoire perceptive en m'écoutant. Et vous ne pouvez pas arrêter de m'écouter. Enfin, si vous pouvez, mais je ne vous conseille pas de le faire. Donc, la densité de votre chaise, etc. Toutes ces informations sensorielles sont stockées et traitées au niveau de la mémoire. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça veut dire qu'on ne peut pas arrêter de se remémorer une sensation perceptive. C'est inconscient, c'est complètement déconnecté de notre capacité à réguler ça. Ça se fait de manière automatique. Donc, c'est très important pour ce qui est du souvenir, notamment moi, en tant qu'ostéopathe, ça me parle, parce que lorsqu'on touche quelqu'un, on peut réactiver des souvenirs. Et il y a une partie des gens qui sont victimes de violences qui peuvent avoir des levées mnésiques par des contacts avec d'autres individus. Ça peut être par un contact avec un ostéopathe, mais comme avec n'importe quel autre individu. Et
ce qui est particulièrement important dans ce cadre-là, c'est de se dire, si le souvenir traumatique est marqué par une sensation sensorielle, peut-être qu'on peut aussi jouer sur la perception du souvenir par cette sensation sensorielle. C'est un petit peu mon hypothèse. Ce que je voulais dire aussi par rapport à cette notion de souvenir et d'interaction, c'est que bon, il y a beaucoup de violence qui peut passer par les mots, par les violences psychologiques, mais on constate quand même qu'il y a énormément de violence qui passe par le tact, puisqu'en fait les coups, c'est un contact physique. Et donc du coup, le rapport qu'on peut avoir avec des sensations tactiles peut être erroné parce qu'on a reçu des coups. Cette perception, elle peut s'échelonner comme ça. Donc du coup, la violence dans l'histoire d'un patient, elle passe par le tact, et des fois, elle se manifeste dans le souvenir par des sensations tactiles. C'est pour ça que je redébouche sur la dernière question qu'on se pose, le toucher peut-il être une thérapie ? Donc je vais faire appel à des notions neurologiques. Donc là, je vais vous parler du neurogate control. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux voies pour acheminer le message de la sensation au niveau du cerveau, la voie lemniscale et la voie extralemniscale. La différence de calibre entre les deux faisceaux, la différence de vitesse de l'information, ça va être déterminant dans la perception de la douleur. Pourquoi ? Parce que si un message arrive avant l'autre, il bouche le passage au message. Et ça, par exemple, on l'a tous expérimenté à un moment donné dans sa vie. Quand on s'est fait mal, on s'est frotté la peau. Quand on se frotte la peau, on stimule les fibres à gros calibre. La douleur, elle stimule les fibres à petit calibre. Ce qu'on appelle le neurogate control, c'est en fait l'action de stimulation des fibres de gros calibre qui vient inhiber la stimulation des fibres de petit calibre. Autrement dit, oui, si vous vous faites mal, si vous frottez à côté de la douleur, ça diminue la perception de la douleur. Parce que ça coupe le message. Bon. L'informatique et moi. Je voulais vous parler un petit peu de dopamine parce qu'il n'y a pas que ça au niveau du toucher. Lorsque l'on a du toucher agréable, vous savez qu'on a différentes façons de percevoir le toucher. Je suppose que vous l'avez expérimenté aussi dans votre vie. Il y a des personnes, quand elles nous touchent, ça fait du bien, et d'autres, ça ne fait pas du bien. Et ce n'est pas forcément qu'une question de pression. Le toucher, on a constaté chez certains individus que sous IRM fonctionnel, il y avait des activations de certaines zones de récompense dans le cerveau, c'est-à-dire que le toucher peut être agréable. Bon, là, j'enfonce un peu une porte ouverte, parce que le toucher, ça peut être agréable, et ça veut dire qu'effectivement, ça va jouer sur notre façon de mémoriser aussi. Parce que si on met une émotion positive sur quelque chose, on ancre aussi plus facilement un souvenir. La modulation du stress, forcément, si la dopamine, ça fait partie du circuit qu'on appelle de la récompense, qui est un circuit qui est assez intéressant, notamment pour moduler le rapport au stress. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que les voies de la sensibilité, elles arrivaient justement au niveau des zones qui régulent le stress, notamment au niveau de l'hypothalamus. On a fait une étude sur, alors c'est pas moi qui l'ai faite, mais j'ai lu une étude sur les patients qui avaient Alzheimer, et justement ce qu'ils faisaient dans certaines EHPAD, pour diminuer l'anxiété liée à la perte de souvenirs, parce que vous savez que ce sont des gens qui peuvent se retrouver dans des situations telles qu'ils ne savent pas où ils sont, et c'est très anxiogène, et c'est un vrai enjeu de justement les apaiser. Eh bien, le toucher thérapeutique, juste le toucher thérapeutique d'aide-soignant ou d'infirmier, ça permet de diminuer de manière assez impressionnante le taux de stress et la réaction à l'anxiété. Autrement dit, nous sommes des animaux sociaux qui aimons être en contact avec nos proches. Alors, dans le cadre des violences sur mineurs, le problème vient que la violence, c'est très souvent un proche. Et donc du coup, ça peut altérer la perception de ce que c'est un toucher confortable par un proche. Et donc du coup, je suppose que ça peut aussi altérer le rapport avec les autres. Parce que pour le coup, ce qui est censé être un stimuli agréable peut être vécu de manière désagréable, et vice-versa. Et donc, du coup, je pense qu'il y a des choses à faire en passant par le toucher, justement, par rapport aux victimes. Et ça, on le voit notamment sur des perceptions douloureuses disproportionnées. Nous, on le voit en ostéopathie, par exemple, où on peut passer sur certaines zones du corps qui sont plus douloureuses, alors que la stimulation que l'on fait sur le corps n'est pas censée faire de la douleur. C'est ce qu'on appelle une allodynie. En gros, j'appuie normalement et la personne a très mal, alors qu'il n'y a absolument rien qui nous indique qu'il y a une lésion. Donc, c'est pas au niveau de la peau que ça se passe, c'est au niveau de la modulation dans le cerveau.
Et là, pour le coup, ça peut être intéressant justement de questionner sur le contexte d'apparition de ces douleurs et de ces problématiques de perception. Quand on parle du toucher, c'est très difficile de ne pas en parler sans parler de la douleur, dans la mesure où la somesthésie regroupe les informations de la douleur et les informations tactiles. Alors, moi j'ai intitulé ça « avoir mal ou se sentir mal », parce que c'est vrai que des fois c'est assez vague dans la description des patients, ils ont mal quelque part, mais en fait ils ont un peu mal partout, ou alors ils ne savent pas trop comment ça se passe, les perceptions ne sont pas très précises. Et donc du coup, il faut aborder la douleur dans le contexte assez général. La douleur, ce qui est important de comprendre, et ça on le sait tout de suite aussi de manière instinctive, ça modifie nos comportements. Si vous avez mal, vous allez essayer de ne pas reproduire ce comportement. Et ça engendre une cascade comportementale, la douleur. La première chose, quand on a mal, on va chercher à éviter de reproduire la douleur. Normalement, ce n'est pas toujours vrai. Ensuite, on va communiquer cette douleur pour faire appel à nos semblables, pour qu'ils puissent venir nous aider, parce qu'on cherche une solution à la douleur. Et donc du coup, un des premiers rôles de la douleur, c'est le fameux rôle d'alerte, c'est de dire, il se passe quelque chose d'anormal, il faut régler le problème, et c'est mieux si on est plusieurs. Donc s'il y a une altération de la fonction au niveau de la douleur, on peut avoir des comportements qui ne sont pas adaptés. Et ça, par exemple, on retrouve ça beaucoup chez les personnes qui sont victimes de violences. La douleur, c'est aussi un stress physique, un stress psychique. Alors, moi, ça m'a beaucoup intéressé ta conférence de ce matin, parce que moi, je suis assez fan d'Henri Laborie, il faisait beaucoup d'expériences sur le stress, et il me semble que pour justement déclencher un stimulus de stress, il leur balançait des coups de jus, il faisait des stimuli douloureux, en fait. Donc en fait, il mesurait le taux de cortisol en réponse à une douleur, parce que la douleur est un stress physique mesurable, mais c'est aussi un stress psychique qui engendre une détresse. D'ailleurs, 50% des patients atteints de douleurs chroniques, donc ça c'est des douleurs qui sont vraiment, des douleurs qui sont, on dit, plus de 3 à 6 mois pour une douleur chronique déjà, donc des douleurs qui sont vraiment récurrentes et souvent très difficiles à guérir, il y a une grande majorité de troubles dépressifs qui y sont associés. Alors après, de l'œuf ou de la poule, c'est toujours assez difficile de déterminer, est-ce que c'est la dépression qui provoque la douleur ou les deux? Ça, j'ai pas la réponse à vous apporter aujourd'hui. La douleur, ce qui est super important à comprendre, c'est que c'est pas quelque chose de très précis, c'est très subjectif, c'est modulable. C'est-à-dire qu'en fonction de l'individu, en fonction de son contexte et dans sa propre vie, ça va pas être exactement la même mesure. Mesurer la douleur, en fait, c'est quelque chose de très compliqué. Parce qu'en fonction du contexte, de l'environnement, de l'état psychique et émotionnel, ça va changer. Si vous avez mal et que c'est associé à un événement traumatisant qui enclenche votre instinct de survie, ça ne va pas engendrer la même réaction que si vous vous faites mal dans un autre contexte, avec le même stimulus. Si vous vous faites mal, si ça vient d'une personne qui est éloignée ou d'un proche, ce n'est pas la même violence. Mais j'ai même envie de dire, c'est pareil avec les mots, en fonction de la personne de qui ça vient. Bien évidemment, vu que ça fait appel à des notions du système nerveux central, en fonction de la maturité du système nerveux et de son bon état de fonctionnement, la douleur ne va pas être ressentie pareil. Donc chez les enfants, le système nerveux n'est pas à la même maturité que chez l'adulte. À ma connaissance, la plupart des études sont faites sur l'adulte d'ailleurs pour la douleur, pour des raisons éthiques évidentes. Mais effectivement, l'immaturité du système nerveux chez les enfants, sur les actes de violence douloureux, ça peut engendrer un marquage émotionnel peut-être plus important. Et ça peut peut-être altérer aussi l'état de fonctionnement du système nerveux. Et donc du coup, la perception de la douleur ne va pas être la même chez une personne victime qu'une personne non victime. Ensuite, la douleur, elle est modulable par des produits chimiques, des substances, voire même des comportements. Et ça, c'est un petit peu, ça rentre dans le cadre des fois des conduites à risque de certains patients qui vont justement prendre des calmants pour calmer la douleur. Aux États-Unis, ils ont un gros problème avec ça d'ailleurs, avec beaucoup de problèmes d'addictologie contre la lutte des douleurs. Et c'est très probable qu'en France, on ait un problème qui soit similaire. Et une partie des comportements peuvent être des comportements dont l'objectif c'est de diminuer les douleurs parce que ces douleurs sont insupportables. Avoir mal tout le temps, ça rend un peu fou quand même. Et je voulais enfin vous parler de la modulation de la douleur, dans un sens ou dans l'autre, avec les notions de placebo et nocebo. Ce sont souvent des sujets qui sont très peu abordés en France. Alors le placebo, pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand on ne donne rien mais que ça agit quand même. Alors la plupart du temps, c'est donner une molécule active,
Et en fait, on va avoir plus d'effets que si on donnait juste la molécule comme ça. L'effet placebo, c'est important, c'est que pour la douleur, il est énorme. Sur certaines études, ça va de 30 à 90%. Sur des douleurs chroniques, l'effet placebo peut améliorer de 30% la perception douloureuse. Sur des douleurs aiguës plus faciles, on peut aller jusqu'à 90%. C'est-à-dire qu'avec pas grand-chose, ou en tout cas une idée, un comportement, on peut moduler de manière assez importante la douleur. Bien évidemment, si ça va dans un sens, ça va aussi dans l'autre. C'est-à-dire que si on inocule des croyances, par exemple chez un patient ou chez quelqu'un, ou si on a un comportement qui n'est pas adapté, eh ben on peut aussi augmenter cette douleur. Si je vous prescris, moi je ne vais rien vous prescrire entre autres, mais si un médecin vous prescrit des antalgiques mais que vous avez passé un mauvais moment dans la consultation, ça va avoir un impact sur l'effet de l'antalgique. C'est pareil dans l'autre sens. La plupart du temps, on essaye quand même de faire en sorte, dans le cas d'une consultation, que ça se passe bien, justement pour que ça augmente cet effet-là. Mais contrairement à énormément d'autres symptômes, la douleur, elle répond énormément à cette modulation contextuelle. C'est ce qu'on appelle les effets contextuels. On ne parle plus vraiment d'effets placebo aujourd'hui, mais plutôt d'effets contextuels. Mais c'est le mot qui est le plus célèbre, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Et cet effet contextuel, il va être ultra important pour gérer toute cette partie émotionnelle liée à la douleur aussi. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de bienveillance, la plupart du temps, pour prendre en charge. Alors on m'a demandé de présenter un petit peu ma profession, parce que c'est possible que ce ne soit pas clair pour tout le monde, ce que je fais dans mon cabinet, ce que mes collègues font avec moi. Donc moi, en fait, je suis ostéopathe. Je vous ai fait un petit état des lieux de ma profession en 2023. Donc aujourd'hui, on est une profession encadrée par la loi. Ma formation, elle a duré 5 ans, sur 4800 heures. Et les écoles qui donnent le diplôme d'ostéopathie sont agréées par le ministère de la Santé. Nous sommes tous soumis à une déclaration auprès du directeur de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui nous inscrit au registre ADELI, et aujourd'hui on va passer au registre RPPS, pour ceux qui connaissent. Et pour ce qui est de nos recommandations de bonne pratique, c'est la Haute Autorité de Santé qui est chargée de rédiger des choses pour encadrer notre pratique. Donc on est pleinement inscrit dans le champ de la santé. En 2023, donc, les derniers chiffres lesquels j'ai eu voir, on était environ 40 000 ostéopathes sur tout le territoire français. Les consultations, elles sont individuelles, c'est-à-dire que chez un ostéopathe, on prend les patients un par un. On va passer entre 30 minutes et 1 heure, en moyenne 45 minutes. Ça va dépendre principalement du motif, parce que chaque patient ne va pas avoir besoin de la même durée de consultation. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est assez facile de concevoir. Et c'est aussi une demande des gens d'avoir accès à un peu plus de temps auprès du praticien, et notamment les consultations chez les personnes victimes de violences, ça demande un peu plus de temps. Et comme par hasard, j'ai envie de dire. Plus d'un Français sur 2 ont déjà consulté un ostéopathe aujourd'hui en France. Le profil de nos patients, donc là j'avais pris une étude de 2019, donc la majorité de nos patients sont des patientes. En moyenne, nos patients ont 40 ans, donc ça tourne entre 30 et 50 ans pour la grosse partie des personnes qui consultent, et ça concerne toutes les classes économiques et les classes sociales. Donc là déjà, un Français sur 2, plutôt des femmes, en moyenne 40 ans, c'est fort probable que mes confrères aient été confrontés à des victimes sans forcément le savoir, et c'est peut-être même possible qu'ils ont été confrontés en le sachant, parce que ça représente un nombre assez important. Donc il y a un enjeu de santé publique important à ce que justement, ce que je vous ai dit en avant-propos tout à l'heure sur l'information et sur l'action des professionnels, il y a quelque chose qui soit fait pour qu'on puisse prendre en charge de manière plus complète les victimes. Les motifs de consultation principales en ostéopathie tournent autour des douleurs musculo-squelettiques, donc c'est l'appareil musculaire, les articulations. La plupart du temps, c'est autour de la colonne vertébrale en termes de quantité de consultation. C'est le premier motif, ça. Le deuxième motif, c'est la pédiatrie. On a beaucoup d'enfants et de mineurs qui viennent au cabinet. Donc c'est pareil, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on prête énormément attention à ces problématiques de violence, parce qu'on peut aussi avoir affaire à des patients qui sont en train d'être victimes. Et ça nous pousse à aussi devoir intervenir. Et les deux autres motifs qui arrivent après, c'est les troubles abdominaux fonctionnels et les céphalées non migraineuses, qui sont aussi, d'après ce que j'ai compris, des symptômes qui peuvent être assez récurrents chez les personnes qui ont été victimes de viols dans l'enfance ou d'inceste. Donc, ça, c'est pour l'état des lieux de ma profession à l'heure actuelle. Alors, comment ça se passe concrètement ? Pour aller voir un ostéopathe, vous n'êtes pas obligé de passer par le médecin et d'avoir une prescription médicale. Nous sommes en première intention. Donc la première chose que l'on va faire en ostéopathie, c'est de faire un diagnostic d'opportunité, c'est-à-dire être capable de relever les signes qui sont évocateurs de quelque chose qui ne rentrerait pas dans notre champ de compétences, pour le renvoyer vers un professionnel.
Et après, on va aller du côté ostéopathique. Mais d'abord, s'il y a une fracture, c'est peut-être bien de faire une radio pour la faire de manière assez pragmatique. L'approche des ostéopathes, en règle générale, elle est ce qu'on dit systémique, c'est que nous, on prend le patient dans leur globalité. Ça ne veut pas dire que les autres ne le font pas, mais c'est que nous, dans notre approche, quand un patient va venir avec un motif, on va quand même chercher à évaluer l'ensemble du corps humain. C'est pour ça que la plupart du temps, les consultations ont lieu en sous-vêtements, voire avec peu de vêtements, pour pouvoir avoir accès à un maximum d'informations, et notamment sur la peau. Et ça, c'est une voie d'approche en termes de professionnel, de ce que je comprends, où on a un cas un peu particulier, c'est-à-dire qu'on voit la peau de nos patients de manière assez rapide. Et sur la peau, il peut y avoir énormément de traces, notamment de sévices, sur les enfants victimes de violences, et des fois des traces de mutilation qui doivent être assez évocateurs et qui va pousser à aller plus loin dans l'interrogatoire. Lorsque l'on fait un diagnostic ostéopathique, nous, ce qu'on recherche, c'est des dysfonctions somatiques, c'est-à-dire des altérations de la mobilité, de la texture et de la douleur sur des zones du corps. Et ensuite, nous, on va chercher à les faire passer manuellement. Donc l'ensemble de la consultation, elle se passe de manière tactile, j'ai envie de dire, puisqu'on touche les gens. Et ça aussi, ça doit être évocateur, notamment sur les perceptions qui ne sont pas adaptées, puisqu'on peut pas avoir des réactions sur des endroits du corps où on vient chercher en touchant, qui peuvent être disproportionnées, ou alors à l'inverse, qui peuvent être inadaptées complètement de la part des patients, et ça doit être évocateur aussi. Notre objectif principal en ostéopathie, c'est quoi notre rôle en tant que professionnel? C'est de prévenir et de remédier aux dysfonctions pour maintenir l'état de santé. Donc nous, en fait, le patient, il va venir avec une douleur, avec une problématique somatique, et nous, l'objectif, c'est de régler le problème. Et ce qu'on voit dans le cas des victimes de violences, c'est que ces problématiques, elles deviennent chroniques, en fait. C'est-à-dire que quand elles viennent voir un ostéopathe, bah nous, on va pas régler le problème du psychotraumatisme, en fait. Ça va pas être le cœur de notre métier. Nous, on va voir le patient qui a des céphalées inexpliquées, et on va essayer de trouver quelque chose de somatique. Et en fait, quand on n'arrive pas à trouver, c'est ce que je dis à mes collègues, quand on ne trouve pas, ça doit être évocateur de quelque chose. Parce que s'il n'y a rien médicalement et qu'il n'y a rien d'un point de vue somatique, alors c'est qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Sachant qu'on a la problématique aussi que 40% des victimes qui sont amnésiques. Donc quand on commence à chercher, si la personne elle-même ne sait pas, elle ne va pas nous donner des informations qu'elle n'a pas. Donc ça, c'est pour vous donner le contexte de l'organisation d'une consultation en ostéopathie et les réponses en thérapie manuelle. Quand je vous parle d'approche systémique, aujourd'hui en science, l'approche sur laquelle on se rapproche le plus dans la vision ostéopathique, c'est ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial. Alors ça, c'est énormément d'études et de travaux qui sont faits là-dessus. C'est une approche qui est assez récente dans le milieu scientifique, qui tient à reprendre et à replacer l'être humain dans son contexte social, dans son contexte psychologique et dans son contexte biologique. C'est-à-dire qu'en fait, l'expression de vos symptômes, c'est un mélange des trois. C'est-à-dire que, en fonction de l'habitat dans lequel vous vivez, en fonction des habitudes et de votre entourage, vous n'allez pas avoir la même expression de certaines pathologies, certaines maladies, au niveau biologique. Pareil au niveau psychologique. Je vous expliquais tout à l'heure que, ne serait-ce que pour la sensation tactile et douloureuse, rien qu'avec la broche psychologique, on peut moduler énormément la perception. Donc en fonction de votre état psychologique du moment, vous n'allez pas avoir les mêmes douleurs. D'ailleurs, vous avez certainement dû expérimenter une fois dans votre vie d'avoir mal au dos le matin en vous levant. C'est souvent dans une période où vous êtes plus fatigué que d'habitude. On augmente la fatigue, le stress psychologique, il y a des douleurs qui peuvent apparaître, il y a des douleurs qui peuvent disparaître, sans forcément qu'il y ait d'autres causes que ça. Et bien sûr, il y a la biologie, là, qui intéresse beaucoup les médecins et les ostéopathes. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de faire, et je pense que c'est assez général dans le secteur de la santé d'ailleurs, c'est d'essayer de combiner un petit peu les trois sans remplacer les autres professions. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de devenir psychologue ou sociologue. L'idée, c'est de se dire que ça peut être intéressant d'avoir dans sa coordination du soin des assistantes sociales, par exemple. Ça peut être intéressant d'inclure plus facilement les psychologues cliniciens. Je pense notamment à la thérapie cognitivo-comportementale, mais ça peut être intéressant d'avoir des diététiciens. On en parlait ce midi avec un diététicien, justement. Parce que, en fait, le comportement, il est quand même multifactoriel. Les patients, quand ils viennent nous voir, ils séquencent aussi leurs symptômes. Ils ne vont pas dire la même chose à un professionnel ou à un autre. Et en fait, il faut réussir à faire en sorte que le patient nous donne les informations sur l'ensemble des autres secteurs. C'est-à-dire, moi, ça m'intéresse ce qui se passe dans la vie des gens socialement, j'ai envie de dire même économiquement, parce que ça a un impact énorme,
Si vous êtes mère de 2 enfants et que vous avez des problèmes économiques, le stress n'est pas le même que si vous n'avez pas de problème économique, mettons. Et l'aspect psychologique, ça c'est important de faire en sorte que les patients ils puissent se livrer à nous, il faut créer un climat de confiance, mais il faut aussi être coordonné entre professionnels, parce que des fois il y a des informations que l'autre a, que nous on n'a pas, et qui peuvent faire éveiller des consciences et de se dire, ah oui, en fait cette patiente-là, je pense que le cas de ce matin, le témoignage de ce matin est assez évocateur du nombre de pathologies, chacune des pathologies exprimées ce matin par notre témoin que je remercie d'ailleurs, c'est très courageux d'avoir fait ce qu'elle a fait. Hein. Mais en fait, il y a quasiment un spécialiste pour chaque maladie qu'elle a évoquée. Et en fait, chaque spécialiste va avoir eu l'information, et il faut aussi qu'on fasse du transversal là-dessus. Et donc ça, aujourd'hui, on se rend compte que d'un point de vue scientifique, le modèle biopsychosocial, c'est de plus en plus solide pour baser une stratégie de soins. Et ça se rapproche énormément de notre vécu au cabinet, puisque par la façon dont on organise le soin en ostéopathie, on met un peu plus de temps, et donc des fois ça permet aux patients de se livrer un peu plus. Voilà. Hop. Donc concrètement, c'est quoi les enjeux de l'approche par le toucher? Alors là, pour le coup, je vais formuler des hypothèses, parce que je ne peux pas m'appuyer sur énormément d'études scientifiques qui ont été publiées dans la question, donc c'est à mettre avec des guillemets, et puis c'est certainement pas exhaustif. Je pense que par la thérapie manuelle, on peut moduler et lutter contre les appréhensions au mouvement et à la douleur. On peut faire en sorte déjà que la personne qui a de la douleur, elle en ait un peu moins, ce soit plus facile à vivre. On peut moduler les sensations tactiles, perceptives et proprioceptives. On va avoir des gens qui vont avoir la sensation d'avoir le corps un peu éclaté. Vous pouvez avoir des fois ce discours-là. Ou alors d'avoir des sensations qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Ben ça, je suis persuadé qu'en touchant les gens et en les manipulant, on peut réussir à essayer de reproduire une sensation un peu plus normale au niveau des seuils. Apporter du bien-être et du confort, ça me paraît essentiel parce qu'on est face à des personnes qui ont un profond mal-être. Et apporter un peu de confort de temps en temps, je pense que ça permet aussi de pouvoir affronter un peu plus les choses de la vie. Et je pense que c'est une notion aujourd'hui dans le secteur de la santé où il faut qu'on se saisisse pleinement, parce que la santé et le bien-être, pour moi, c'est pas quelque chose qui s'oppose, ça fait partie de la même tribu. Permettre aux patients de se réapproprier son ensemble corporel, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la proprioception. La diminution de la consommation de certains médicaments, donc ça pour le coup ça commence à être un peu étudié, de se dire si on associait la thérapie manuelle ou alors la thérapie par le mouvement, je pense à mes collègues kinésithérapeutes par exemple, ou mes collègues qui font de l'aide physique adaptée, en fait si on démultiplie un petit peu avec ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses, peut-être on peut diminuer un peu la consommation des médicaments, et peut-être que ça peut être intéressant de faire en sorte que les patients consomment un peu moins de médicaments, surtout que des fois ça peut, à partir d'un certain nombre de médicaments, les interactions médicamenteuses sont difficilement évaluables, donc tout le temps qu'on peut s'en passer dans la mesure du possible, ça peut être intéressant. Et enfin l'objectif c'est d'augmenter l'autonomie du patient, parce que l'idée c'est pas de rendre le patient accro aux soins en règle générale, c'est essayer de faire en sorte qu'il puisse s'en passer après, qu'il fonctionne normalement. Et ça pour le coup, s'il est capable lui-même, parce qu'un patient il peut se toucher lui-même, il peut aussi rencontrer un entourage sain un jour qui peut prendre soin de ce... Voilà, un câlin, c'est tactile, hein, par exemple. Hein. Il se passe beaucoup de choses quand on fait un câlin. Hein. Donc, si on peut l'autonomiser par rapport à son rapport au sens du toucher et par rapport au mouvement, eh ben, ça lui permet aussi de reprendre le contrôle sur ce qui lui arrive. Et ça, c'est une forme de détresse psychologique qu'on rencontre régulièrement chez les patients victimes de violences. C'est la sensation d'avoir perdu le contrôle sur le cours de leur existence, mais surtout sur leur corps. Et je pense à titre personnel qu'il n'y a rien de pire psychologiquement de ne pas contrôler son corps, puisqu'on passe la majorité du temps à lui donner des ordres. Donc effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant à terme d'essayer d'augmenter cette autonomie. Écoutez, moi j'en ai fini pour ma conférence aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne journée.